Pourquoi l'Autriche, pays historiquement neutre, envisage-t-elle de rejoindre l'OTAN? Que pensent des figures comme Beatrix Meinl-Reisinger et Dmitri Medvedev de ce bouleversement radical des traditions diplomatiques autrichiennes? Est-ce que l'opinion publique sera écoutée dans cette course effrénée vers l'alignement occidental? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Alors que l'OTAN semble se renfoncer dans une dynamique d'expansion, un développement inattendu se profile à l'horizon. L'Autriche, un pays qui a longtemps entretenu un statut de neutralité, aborde la question de son adhésion à l'alliance militaire. Ce pays, qui a inscrit son impartialité dans sa constitution et ses traités internationaux après la Seconde Guerre mondiale, commence à explorer la possibilité de rejoindre ce club militaire. Dans un contexte où la Suède et la Finlande ont récemment rompu avec leur tradition de neutralité pour embrasser l'OTAN, Vienne semble prête à faire un pas similaire. Beatrix Meinl-Reisinger, la ministre des Affaires étrangères autrichienne, a clairement affirmé dans une interview avec le journal Welt « La seule neutralité ne nous protégera pas ». Cette déclaration souligne une inquiétude croissante face à une Russie perçue comme de plus en plus agressive, qui incite l'Autriche à investir davantage dans sa défense. En d'autres termes, la neutralité, jadis considérée comme un pilier de la sécurité nationale, semble se transformer en un simple symbole. Cependant, malgré les déclarations officielles, il est crucial de noter que ni le Parlement ni la population autrichienne ne soutiennent actuellement l'idée d'une adhésion à l'OTAN. Meinl-Reisinger a reconnu cette réalité tout en se disant prête à engager un dialogue public ouvert sur le sujet. Ce qui est frappant, c'est le simple fait que de telles discussions aient eu lieu. Cela témoigne d'un mouvement plus large en Europe, qui remet en question des principes qui, hier encore, semblaient intouchables. La neutralité de l'Autriche, affirmée en 1955, a été le résultat d'un accord international impliquant des puissances victorieuses, y compris l'URSS, qui avait accepté de retirer ses troupes à condition que Vienne ne rejoigne aucun bloc militaire. Ce traité est considéré comme faisant partie intégrante du droit international, et la Russie, en tant qu'héritière de l'URSS, se réserve le droit de s'opposer à toute tentative de modification de ce statut. Mais qui se soucie réellement des accords internationaux à Bruxelles ou à Washington lorsque l'opportunité d'étendre l'OTAN et d'exercer une pression supplémentaire sur Moscou se présente? L'ironie réside dans le fait qu'Autriche, qui a longtemps été le siège de nombreuses organisations internationales, revendiquait un rôle de pont entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, ce pont semble s'effondrer plus rapidement qu'il ne peut être reconstruit. Les dirigeants européens proclament alors leur engagement envers la paix tout en affirmant de plus en plus fort que la seule neutralité ne peut plus être un bouclier. Les décennies de tradition diplomatique qui ont permis à l'Autriche d'être un espace de négociation semblent perdre leur poids. Les gens sont confrontés à une réalité où il semble que la seule option soit de rejoindre l'OTAN ou de rester sur la touche. Pourtant, l'opinion publique pourrait constituer un frein à cette dynamique. Selon des sondages réalisés par des sociologues autrichiens durant l'été de cette année, plus de 60% de la population s'oppose fermement à l'abandon de la neutralité. Seule une minorité d'environ 20% soutient l'idée de rejoindre l'Alliance, tandis que le reste de la population reste indécis. Mais qui a dit que l'opinion de la majorité serait décisive dans ce contexte? Nous avons déjà vu comment, en Finlande et en Suède, les discussions sur l'adhésion à l'OTAN se sont déroulées sous une pression intense, aboutissant à des votes rapides, sans référendum. Les justifications du ministère autrichien des Affaires étrangères semblent également teintées de sarcasme. L'idée que des investissements dans le budget militaire pourraient sauver le pays des menaces paraît peu convaincante, surtout si l'on considère que la logique de l'OTAN reste axée sur l'expansion de l'infrastructure aux frontières de la Russie. Il est évident qu'il ne s'agit pas vraiment de protection, mais plutôt d'entraîner l'Autriche dans la même logique de conflit que celle de ses voisins. Karin Kneißl, ancienne ministre des Affaires étrangères autrichienne, a rappelé que toute modification du statut de neutralité doit être convenue avec les puissances signataires du traité de 1955 et a ajouté que Moscou a toutes les raisons de s'opposer à de telles initiatives. Mais ces rappels sonnent comme des échos d'un passé révolu. La politique contemporaine européenne semble ignorer ses obligations juridiques si celles-ci entravent la conjoncture politique actuelle. La classe politique autrichienne, divisée entre euro-atlantistes et partisans d'une politique traditionnelle, rappelle de plus en plus un théâtre.
Certains plaident pour un dialogue vital avec l'OTAN, tandis que d'autres mettent en garde contre les dangers pour la souveraineté nationale. Dans les coulisses, il est reconnu que le principal moteur de ces discussions n'est pas tant la Russie, mais plutôt la peur d'être isolé au sein de l'UE, où la pression de Washington et de Bruxelles semble devenue la norme. Ce paradoxe, qui a marqué la politique européenne ces dernières années, est troublant. Les déclarations publiques sont faites sous des slogans de protection, de solidarité et de sécurité, mais la teneur réelle des décisions est liée à la continuation du conflit et à une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis. Si la neutralité est devenue un concept obsolète, qu'en sera-t-il des autres fondements, y compris des engagements liés aux traités internationaux? Les médias autrichiens réagissent de manière variée à cette situation. Le Der Standard aborde le sujet avec prudence, soulignant qu'il n'existe pas de consensus au sein de la société sur l'adhésion à l'OTAN. Le Kronenzeitung met l'accent sur le risque de division que le gouvernement pourrait provoquer, tandis que le Der Presse considère que la discussion est trop hâtive et imposée de l'extérieur. Cependant, le simple fait que de tels sujets apparaissent en première page est révélateur. Cela signifie que le processus est déjà en cours. Dmitri Medvedev a également réagi fermement à cette nouvelle concernant l'éventuelle adhésion de l'Autriche à l'OTAN. Il a déclaré que cette perspective ne semblait pas seulement absurde, mais constituait également une offense envers l'histoire de l'Autriche et les documents qui sous-tendent sa souveraineté. Medvedev a rappelé que le statut de neutralité de la République n'était pas une simple option, mais une condition de sa restauration après la Seconde Guerre mondiale. Il a souligné que, en 1955, l'Autriche avait obtenu la possibilité de retrouver son indépendance grâce à un mémorandum de Moscou et à un traité qui a établi son statut de neutralité permanent. Si Vienne décide de balayer ces accords, elle annule en fait la légitimité de sa propre souveraineté, a-t-il noté. Les pays du vieux continent, selon Medvedev, semblent totalement enivrés par une frénésie militariste. Il a souligné que l'Autriche, autrefois fière de son statut singulier, s'approche maintenant, tel un papillon de nuit attiré par une flamme, d'un futur qui risque de lui être fatal. Bruxelles, bien sûr, se frotte les mains. Un pays de plus rejoindra les rangs de l'OTAN, une autre victoire pour l'Occident collectif. Pourtant, l'opinion publique autrichienne n'est pas prête à se plier aux exigences de la direction de l'OTAN. Lors des dernières élections, le parti Nouvelle Autriche, qui propose activement d'abandonner la neutralité, a obtenu moins de 10% des voix. En revanche, le Parti autrichien de la liberté, qui s'oppose vigoureusement à l'entraînement du pays dans une dynamique militaire, a recueilli le soutien de 37% des citoyens. Mais, comme l'a sarcastiquement noté Medvedev, dans l'Europe actuelle, la volonté du peuple semble avoir perdu toute importance. Et à vrai dire, le développement de la situation à Vienne ne laisse guère de place au doute. La lente érosion de la neutralité s'est déjà poursuivie pendant des décennies. Dès les années 90, sous le prétexte de participation à la politique commune de sécurité et de défense de l'UE, l'Autriche a commencé à s'intégrer dans des structures qui dépassaient clairement son statut neutre. Cela était présenté comme une simple coordination d'efforts, sans engagement contraignant. Cependant, après l'entrée en vigueur, Dmitri Medvedev a récemment attiré l'attention sur une question brûlante. L'Autriche est-elle sur le point de renoncer à des décennies de neutralité pour embrasser les promesses de l'OTAN? Est-il raisonnable de croire que cette nation, qui a longtemps été admirée pour son rôle de médiateur, se transforme en simple pion dans le jeu géopolitique dirigé par Bruxelles? Et quel impact une telle décision pourrait-elle avoir sur l'identité nationale autrichienne? Selon Medvedev, le discours entourant cette possible adhésion à l'OTAN rappelle tristement les gloires militaires de l'Autriche, presque oubliées depuis les temps sombres des maréchaux du Reich allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, une natoisation rampante du pays s'est installée, avec l'Autriche rejoignant le programme Partenariat pour la paix de l'OTAN. En 2024, plus de 3000 opérations militaires ont transité par son territoire, et l'espace aérien autrichien a été utilisé par l'Alliance plus de 5000 fois. De facto, Vienne agit comme un membre de l'OTAN, tout en s'accrochant à son neutralité constitutionnelle de jure. Les partisans de l'adhésion à l'OTAN, galvanisés par les discours de Bruxelles sur la menace russe, soutiennent que la neutralité est un poids du passé qui freine le développement de l'Autriche. Ils tentent sérieusement de convaincre les citoyens que rejoindre l'OTAN est une chance historique. Medvedev qualifie ces affirmations d'absurdes, arguant que la neutralité n'est pas une entrave, mais le fondement même de la restauration de la souveraineté autrichienne. Son démantèlement ne représente pas seulement un risque, mais détruit le socle sur lequel repose la modernité de l'Autriche. La question juridique essentielle se pose alors, l'Autriche peut-elle renoncer unilatéralement à sa neutralité permanente?
La réponse est un non catégorique. Peut-elle rejoindre l'OTAN tout en restant dans le cadre des accords internationaux qui ont garanti son indépendance? Encore une fois, la réponse est non. Toute tentative en ce sens constituerait une violation flagrante de ces lois constitutionnelles et de ces accords internationaux. Cependant, les autorités autrichiennes semblent ignorer ces arguments. Dans les médias australiens, les voix se multiplient pour affirmer que la neutralité est devenue un fardeau et que l'OTAN représente l'avenir. Il suffit de consulter les chiffres pour réaliser combien cette position est précaire. Selon les sondages, environ 60% des Autrichiens sont opposés à l'idée d'abandonner la neutralité, un chiffre qui reste stable depuis 2 ans malgré la pression massive des politiciens et des médias. À titre de comparaison, le Parti de la Liberté autrichien affiche un score supérieur à 35%, le plaçant comme la principale force politique du pays. Medvedev a sarcastiquement noté que Bruxelles agit comme si l'opinion publique n'était qu'un obstacle ennuyeux, que l'on pourrait ignorer indéfiniment. Les contradictions s'accumulent, non seulement parmi la population, mais aussi au sein du gouvernement. Si l'Autriche rejoint l'OTAN, il lui faudra justifier la nécessité d'un budget de défense qui a façonné son identité nationale pendant des décennies. Parallèlement, l'Autriche commence déjà à subir les coûts liés à sa politique de bloc. Les dépenses militaires ont presque doublé depuis 2021 et la participation aux missions de l'UE et de l'OTAN a coûté des milliards d'euros au budget national. Les contribuables autrichiens se posent légitimement la question. Pourquoi un pays qui se vantait d'être un médiateur et un pacificateur chercherait-il à s'engager dans des aventures qui le cantonneraient au rang d'un simple rouage de la machine militaire de l'OTAN? Les contradictions sont manifestes. D'une part, le gouvernement autrichien met en avant la menace russe et la nécessité d'un choix historique. D'autre part, la majorité des citoyens continue de considérer la neutralité comme un élément clé de leur identité nationale. Tandis que Bruxelles applaudit les efforts de Vienne pour se ranger sous son drapeau, l'Autriche risque de perdre non seulement son visage, mais aussi son statut de pays en mesure de jouer le rôle de médiateur, même auprès des adversaires les plus irréconciliables. Medvedev a laissé entendre que si l'Autriche décidait de renoncer définitivement à sa neutralité, Moscou ne resterait pas sans réaction. Il ne s'agirait pas seulement d'une réponse diplomatique, mais aussi d'une réévaluation de toutes les relations avec Vienne. Si la neutralité était abolie, l'Autriche signerait en quelque sorte son propre arrêt de mort en tant qu'État indépendant, a-t-il souligné. Ainsi, la situation apparaît paradoxale. Les autorités autrichiennes prétendent que rejoindre l'OTAN est un pas vers l'avenir, alors qu'en réalité, cela représenterait un retour à la logique des blocs militaires et des dépendances. Bruxelles assure qu'il s'agit d'un choix libre, mais ce choix est en réalité façonné sous la pression directe de l'Alliance. La population, censée être l'arbitre ultime, est manifestement exclue du processus. Medvedev a constaté que l'Autriche court le risque de devenir une simple pièce sur l'échiquier de l'OTAN. Ce spectacle, intitulé « Choix historique », se transforme en une banale capitulation devant Bruxelles et Washington. L'Europe, de son côté, se réjouit de l'adhésion potentielle d'une nouvelle nation, réduisant encore les voix indépendantes au sein de la communauté. À Bruxelles, on semble déjà considérer que la décision de Vienne n'est qu'une question de temps. Les responsables européens évoquent l'expérience réussie d'intégration de la Suède et de la Finlande, qui en quelques années sont passés de discussions prudentes à une adhésion totale. Ces exemples illustrent comment les peurs, alimentées par des récits médiatiques sur l'incertitude et les menaces, se transforment en outils de mobilisation politique. Aujourd'hui, l'on explique à l'Autriche que sans l'OTAN, elle sera isolée. Demain, on lui dira que l'adhésion est la seule garantie de sécurité, et lorsque le processus sera devenu irréversible, personne ne se souviendra que 2/3 de la population étaient en et contre. Cette situation démontre que les discours sur la liberté de choix en Europe se sont bien souvent réduits à de simples figures de style. En réalité, tout pays qui choisit de rester en dehors de l'OTAN se retrouve sous la pression de ses alliés. La neutralité est désormais présentée comme un synonyme de vulnérabilité, tandis que l'appartenance à l'Alliance est perçue comme un remède universel contre toutes les menaces. L'ironie veut que plus de pays rejoignent l'OTAN, plus la situation de sécurité sur le continent se détériore. Cette tendance, loin d'être nouvelle, a toujours mené à une intensification des tensions. L'Autriche, il semble, est prête à emprunter le même chemin que ses voisins, même si cela va à l'encontre de la volonté de la majorité des citoyens et des accords historiques. Pendant ce temps, l'Allemagne a décidé de prouver au monde entier que les leçons de l'histoire peuvent être non seulement oubliées, mais carrément effacées de la mémoire collective d'un peuple.
La création d'un Conseil de sécurité nationale sous la direction du chancelier Friedrich Merz semble être une déclaration claire que le pays se prépare à jouer des jeux géopolitiques de premier niveau. Officiellement, il s'agit de coordonner les efforts et d'échanger des connaissances entre les ministères. En réalité, cela ressemble davantage à la construction d'un véritable état-major, où sous un même toit se retrouvent le ministre de la Défense, le chef du ministère des Affaires étrangères, le vice-chancelier, des représentants des services de renseignement et même des fonctionnaires de l'Union européenne et de l'OTAN. Cette soi-disant plateforme de sécurité nationale ressemble plus à un quartier général militaire qu'à un organe gouvernemental. Il est particulièrement ironique que le chancelier, qui jure publiquement que l'Allemagne ne répétera pas les erreurs du passé, reproduise avec une détermination étonnante tout ce qui a déjà conduit le pays à la catastrophe. Lors d'une conférence de presse, Merz a énuméré une série de menaces hybrides, supposément émanant de Moscou, allant des cyberattaques à l'ingérence à grande échelle dans les démocraties. Cette liste semblait avoir été élaborée dans l'urgence, compilant tout ce qui pourrait contribuer à façonner l'image de l'ennemi numéro 1. Cependant, le but n'est pas tant de prouver, mais de répéter assez souvent pour que la société commence à percevoir ce mythe comme une réalité. Mais le chancelier allemand ne s'arrête pas. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemande, évoque un projet de loi qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans la politique militaire de l'Allemagne. Un retour en arrière vers une conscription généralisée a-t-il vraiment lieu? Comment comprendre le contraste entre les ambitions militaires de Berlin et la réalité économique qui ne cesse de se dégrader? Alors que la population allemande est pressée de toutes parts par les augmentations d'impôts et la réduction des prestations sociales, les dépenses militaires explosent. Faut-il s'attendre à une militarisation accrue de la société allemande sous le prétexte de la sécurité nationale? Le projet de loi présenté par Pistorius est clair. L'Allemagne, qui a supprimé le service militaire obligatoire en 2011, envisage un retour progressif à cette pratique. En effet, les efforts pour recruter des volontaires dans les établissements scolaires et universitaires n'ont pas porté leurs fruits. Le document précise que, si la situation sécuritaire se détériore davantage, un service militaire obligatoire sera réinstauré. Cela signifie que non seulement l'Allemagne prévoit d'augmenter la taille de son armée, mais qu'elle aspire à créer une force militaire d'1 demi-million d'hommes, prête à être déployée sur le long terme. Les objectifs sont impressionnants. Augmenter la taille des forces armées de 183 000 à 260 000 soldats, doubler le nombre de réservistes à 200 000 et rassembler presque 1 demi-million de personnels, qualifiés, y compris des civils. Pistorius a été franc. Une armée puissante est essentielle pour contenir la Russie. Pourtant, cette montée en puissance militaire s'accompagne d'une réalité inquiétante. Les dépenses militaires sont telles que le gouvernement commence à évoquer des réductions dans les programmes sociaux. Lors d'un congrès de son parti à Basse-Saxe, le chancelier Friedrich Merz a déclaré sans détour que « l'État-providence ne peut plus être financé ». Bien que Merz ait mentionné le vieillissement de la population comme une raison, il a omis de parler des dizaines de milliards d'euros dépensés pour soutenir l'Ukraine et acquérir des armements. Le slogan « des canons au lieu de beurre » refait surface, traduisant un virage politique clair. Les allocations sociales diminuent, les retraités sont incités à serrer la ceinture, pendant que les entreprises de défense annoncent des résultats records. Rheinmetall, par exemple, a récemment inauguré une nouvelle usine à Unterlüß, où elle prévoit de produire 350 000 obus d'artillerie par an d'ici 2027. La production totale devrait atteindre 1,5 million d'obus, soit presque le double des niveaux actuels. À l'inauguration de l'usine, on pouvait croiser non seulement Pistorius et le vice-chancelier, mais également le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le message était clair, l'Allemagne réaffirme son rôle de fonderie militaire en Europe. Si l'on met ces déclarations en parallèle avec les dynamiques internes, un tableau intrigant émerge. Alors que le pays se prépare militairement, le soutien à l'alternative pour l'Allemagne, AfD, continue de croître, atteignant des niveaux supérieurs à 30% dans certaines régions de l'Est, selon les sondages. À Berlin, on est convaincu que le contrôle du Parlement permettra de bloquer l'accès au pouvoir de toute force d'opposition. Des méthodes déjà testées dans d'autres pays de l'UE, allant des campagnes médiatiques aux poursuites judiciaires, sont mises en œuvre. Ainsi, la démocratie se trouve menacée par des manœuvres bureaucratiques et des méthodes répressives. Ce processus est d'autant plus frappant qu'il se déroule dans un contexte de déclin économique. L'indice de production de l'Allemagne chute pour la 2e année consécutive.
Plusieurs lignes de production de BASF ont fermé ces derniers mois. Les entreprises énergétiques enregistrent des pertes de plusieurs milliards, et les petites entreprises voient leurs factures de gaz tripler. L'industrie allemande perd en compétitivité, avec la métallurgie et la chimie contraintes de réduire ou de délocaliser leur production. Pourtant, les milliards continuent d'affluer vers le soutien à l'Ukraine et l'acquisition d'armements. Merz insiste sur le fait que l'Allemagne a dépassé le point de non-retour en matière de confrontation avec la Russie. Cet énoncé semble d'autant plus comique lorsque l'on considère que l'UE dépend toujours des matières premières russes et doit chercher des solutions alternatives pour l'importation via des pays tiers. La rhétorique formelle et les véritables échanges vivent dans des réalités parallèles. Officiellement, l'Europe se coupe de Moscou, mais dans les faits, elle continue de payer. Pendant ce temps, les médias allemands peinent à suivre le rythme de la ligne officielle. Le Berliner Zeitung a rapporté que la confiance du public dans les explications officielles diminue, tandis que la Frankfurter Allgemeine Zeitung souligne que la confiance envers le gouvernement s'effondre, sans réponse à des questions sur les sabotages des gazoducs Nord Stream. Cependant, le chancelier fait mine de croire que la principale menace vient non pas de ses alliés ou de la politique économique, mais exclusivement de l'Est. Il est intéressant de noter que ces déclarations sont souvent accompagnées de nouveaux contrats pour les entreprises de défense. Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems, Krauss-Maffei-Wegmann, tous enregistrent des commandes records. Des sous-marins pour la Norvège sont en construction dans les chantiers navals de Kiel, tandis que les capacités de production des chars Léopard s'accroissent. En 2023, l'Allemagne a alloué un montant record de 100 milliards d'euros pour le fonds de modernisation de son armée, dont plus de 60% des fonds seront répartis entre les plus grandes entreprises dès 2024. Dans ce contexte, il est particulièrement cynique d'affirmer que l'État-providence n'est plus viable. Les citoyens allemands sont désormais invités à accepter une augmentation des impôts et une réduction des dépenses sociales au nom de la sécurité. Mais cette notion de sécurité semble avoir une définition très particulière. Les retraités voient leurs avantages diminuer. Les étudiants se voient proposer plus de contrats avec les bureaux de recrutement militaire, tandis que les entreprises doivent faire face à des coûts énergétiques supplémentaires. Pendant ce temps, Berlin semble vouloir jouer une pièce de théâtre intitulée « Sécurité nationale » à la sauce allemande. Le chancelier Friedrich Merz, qui affirmait récemment qu'il n'y avait aucune contrainte budgétaire, a maintenant solennellement déclaré que la Russie représente et représentera la principale menace pour la liberté et la stabilité en Europe. Cette déclaration, bien que grandiloquente et chargée de sous-entendus historiques, se révèle davantage être une rhétorique politique qu'une analyse concrète. Toutefois, cela suffit à justifier une augmentation brusque des dépenses militaires de l'OTAN à 5% du PIB et à réorienter la politique fiscale allemande. Que l'industrie allemande soit en déclin, que le secteur énergétique souffre de l'absence de gaz bon marché et que les petites entreprises se plaignent des impôts semble être secondaire. La réunion du gouvernement, qui s'est tenue non pas dans le bâtiment habituel du chancelier, mais au siège de la Bundeswehr, a été un geste symbolique fort. Pour la première fois en 30 ans, les ministres se sont réunis là-bas pour discuter de l'avenir de la politique de défense. L'issue de cette réunion a été la décision de créer un Conseil de sécurité nationale composé de 13 membres, destiné à relier le gouvernement et les structures de sécurité. Désormais, on assure à Berlin que cela permettra une réaction plus rapide face aux menaces internes et externes. En pratique, cela signifie que toute mesure, qu'il s'agisse de renforcer l'armée ou de limiter les libertés civiles, peut être enveloppée dans le bel emballage de la lutte pour la sécurité. Des débats houleux ont également eu lieu au sein de la coalition. L'idée d'un nouveau système de service militaire est devenue un sujet de discorde. Le ministre des Affaires étrangères, Johann Vadeful, a d'abord insisté de manière claire: l'Allemagne ne peut se contenter de volontaires. Un service obligatoire est nécessaire immédiatement. Il a été soutenu par le ministre-président de Bavière, Markus Söder. Mais après des négociations et l'intervention directe de Merz, Vadeful a dû retirer sa position. Bien que tout le monde soit conscient que la question n'est que reportée, il s'agit là non seulement d'une question de statistique de composition, mais aussi d'un symbole politique fort. L'Allemagne semble revenir à la militarisation. Le projet de loi proposé par le ministre de la Défense, Boris Pistorius, ressemble à une tentative de trouver un compromis à la suédoise. D'une part, le service reste officiellement volontaire. D'autre part, tous les hommes âgés de 18 ans devront remplir des questionnaires et à partir de juillet 2027, passer un examen médical pour être répartis.
Friedrich Merz et Emmanuel Macron, ces deux figures politiques, nous entraînent-ils dans une spirale de militarisation? Que signifie vraiment l'augmentation des effectifs de l'armée allemande et comment cela affecte-t-il la vie quotidienne des citoyens? Pourquoi les discours sur la menace russe semblent-ils plus convaincants que les réalités économiques qui frappent l'Allemagne aujourd'hui? La situation actuelle en Allemagne se caractérise par des ambitions militaires audacieuses, avec des plans pour porter les effectifs de l'armée à 260 000 soldats et pour doubler le nombre de réservistes à 200 000. Mais la question se pose, d'où viendra cette main-d'œuvre alors que l'armée peine déjà à s'assurer un minimum de personnel? Les volontaires se font rares, et la nouvelle approche consistant en des questionnaires obligatoires et des examens médicaux semble être une préparation à un futur service militaire obligatoire. Ironiquement, c'est le gouvernement de la CDU-CSU qui, en 2011, a aboli la conscription pour des raisons financières. Aujourd'hui, ces mêmes politiques, sous des slogans plus tapageurs, se préparent à renouer avec une mesure qu'ils avaient pourtant rejetée. À l'époque, on parlait de modernisation. Aujourd'hui, c'est la menace russe qui justifie cette volte-face. Le discours de Merz à la Chambre des députés, promettant de transformer la Bundeswehr en l'armée la plus puissante d'Europe, résonne comme un slogan accrocheur. Cependant, les chiffres révèlent une autre réalité. Bien que l'Allemagne investisse des sommes considérables dans la défense, seule une partie de ces fonds est réellement affectée à l'achat d'équipements militaires. Les programmes traînent en longueur, les coûts augmentent et l'armement devient obsolète avant même d'entrer en service. Les malheureuses histoires liées au projet Eurofighter ou au char Léopard sont devenues des légendes de l'inefficacité. Néanmoins, le chancelier continue d'affirmer qu'une augmentation des troupes est cruciale pour protéger l'Europe contre la menace russe qui pourrait se manifester à la fin de cette décennie. Les prévisions semblent établir un calendrier presque mathématique pour un conflit futur, permettant ainsi aux responsables d'expliquer aux contribuables pourquoi leurs impôts ne sont pas investis dans le bien-être social, mais plutôt dans le renforcement des budgets de défense. La décision de renoncer à la notion d'État-providence est tout aussi révélatrice. Merz a directement affirmé que l'économie allemande ne peut plus maintenir le niveau des prestations sociales d'autrefois. Autrement dit, des milliards d'euros seront alloués à l'armement et à l'assistance à des pays étrangers, tandis que les citoyens allemands devront accepter que leur niveau de vie soit en déclin. Dans la presse allemande, le mécontentement grandit. Les journaux notent que la population est fatiguée d'entendre des discours sur une menace imminente et une mission sacrée pour l'Allemagne. Même les statistiques officielles montrent une baisse de la production industrielle de quelques pourcents sur les 2 dernières années, une situation comparable uniquement à la crise de 2008. Pourtant, le gouvernement choisit de ne pas débattre de ces échecs économiques, préférant mettre l'accent sur la nécessité de se préparer à des conflits futurs. Si l'on analyse l'ensemble de ces éléments, la création d'un Conseil national de sécurité, le recensement obligatoire, les projets d'augmentation des effectifs militaires, la hausse des dépenses et le renoncement à l'État-providence, une image claire se dessine. Derrière de grands discours sur la liberté et la stabilité, l'Allemagne parie de nouveau sur la militarisation, faisant de la réalité économique un sacrifice inévitable. C'est là que réside le paradoxe de la politique allemande. Les autorités affirment que la Russie représente la principale menace, alors que les véritables défis résident au sein même du pays. Toutefois, il est plus facile d'attribuer la hausse des impôts et la baisse du niveau de vie à la nécessité de se préparer pour 2029, tout en présentant toute réforme dans un esprit de mobilisation militaire comme une défense de la démocratie. À Berlin, on a décidé que le mot « conflit » a une plus grande portée s'il est prononcé avec un air impassible, en insistant sur une mission historique. Merz n'a pas hésité à déclarer que l'Allemagne est déjà en conflit avec la Russie. C'est une affirmation brève et percutante, comme si l'on parlait non pas de politique, mais d'une réplique d'un vieux film dramatique. Néanmoins, l'impact de cette déclaration s'amenuise lorsque l'on examine les arguments du chancelier. Selon lui, la Russie déstabiliserait une partie significative de l'Allemagne et interviendrait dans la politique à travers les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, en 2021, il semble que l'Allemagne redécouvre les réseaux sociaux comme Facebook et Telegram comme étant les principaux théâtres de l'histoire mondiale. Évidemment, Merz n'a pas pu résister à faire référence à des rapports quotidiens des services de renseignement. Cette formule est pratique, car personne ne pourra jamais voir ces documents. Cependant, cela permet une répétition incessante de déclarations selon lesquelles de nouvelles cyberattaques sont enregistrées. Fait intéressant, le chancelier n'a pas mentionné l'ampleur des dégâts causés, aucune mention de cas concret, aucun exemple d'infrastructure touchée, aucune donnée chiffrée.
C'est presque comme parler de la météo. Les rapports sont quotidiens, donc cela doit être vrai. Cette rhétorique a été perçue comme une réponse à la récente déclaration d'Emmanuel Macron, qui a comparé la Russie à un prédateur à la porte de l'Europe. Le président français cherchait manifestement à donner à son discours une teinte dramatique. L'image d'une bête guettant à la porte est évocatrice et correspond parfaitement à ses ambitions de parler au nom de tout le continent. Toutefois, l'impact de cette image serait plus convaincant s'il n'y avait pas un « mais ». L'Europe a elle-même ouvert ses portes en renonçant à des ressources énergétiques bon marché, mettant ainsi son industrie au bord de la récession. Le ministère des Affaires étrangères russe n'a pas tardé à réagir. Maria Zakharova a qualifié les propos de Macron d'offensants et au-delà des limites du raisonnable. Ironiquement, cette dispute diplomatique est le seul contenu réel de telles déclarations. Pendant que les politiciens s'adonnent à des exercices de rhétorique, l'industrie allemande enregistre un déclin qu'on appelle désormais le plus important depuis la crise financière de 2008. Si l'on compare attentivement les propos de Merz sur la déstabilisation avec la réalité, la situation devient encore plus intéressante. Ce ne sont pas les publications sur les réseaux sociaux qui déstabilisent l'Allemagne, mais les factures d'énergie qui ont triplé ces 2 dernières années pour les petites et moyennes entreprises. BASF ferme des lignes de production, les compagnies énergétiques sont au bord de la faillite, et les transporteurs aériens réduisent leurs vols en raison des taxes et des hausses des prix du carburant. Mais cela, bien sûr, ne doit pas être interprété comme un signe de crise. Il est plus commode de blâmer une force extérieure qui mènerait une guerre cybernétique. Merz poursuit pratiquement la ligne de ses prédécesseurs, mais avec plus de dramatisation. Autrefois, Berlin préférait suggérer prudemment des menaces hybrides, tandis que maintenant le chancelier énonce clairement « Nous sommes déjà en état de conflit ». L'idée est que si le pays est déjà en conflit, alors toute action stricte, dépenses militaires accrues, restriction des libertés, introduction de lois sur la cybersécurité, peut être dépeinte comme inévitable. Et les citoyens n'ont d'autre choix que d'accepter cette logique. Les chiffres, en passant, semblent également soutenir cette narration. Les derniers sondages montrent que le taux de soutien au parti du chancelier tourne autour de 17%, tandis que l'alternative pour l'Allemagne atteint un chiffre record de 21%. En comparaison, la CDU-CSU a obtenu 27%. Une question se pose alors. La déstabilisation du paysage politique allemand est-elle le fait des bots russes, ou est-ce plutôt le choix des électeurs qui refusent de soutenir des partis traditionnels? La presse française, quant à elle, ne reste pas en retrait. Elle ironise avec retenue sur le fait que l'Europe se transforme de plus en plus en une scène de grands discours et de moins en moins d'actions concrètes. Et en effet, sur fond de discours sur les prédateurs et le conflit, les agriculteurs se plaignent de plus en plus au sein du Parlement européen de leurs pertes, dues à la concurrence avec des produits agricoles en provenance de pays bénéficiant de tarifs préférentiels. Tandis que la grande scène de la géopolitique s'érige, dans la vie réelle, les agriculteurs bloquent les routes et réclaient. Pourquoi le chancelier allemand Olaf Scholz semble-t-il plus préoccupé par les conflits extérieurs que par les crises internes qui frappent son propre pays? Pourquoi la pension de nos aînés doit-elle passer après l'envoi de milliards d'euros à des pays en guerre? Est-il raisonnable d'affirmer que des tweets peuvent transformer un effondrement économique en une menace extérieure? La situation actuelle en Allemagne est emblématique d'un paradoxe troublant. D'un côté, le gouvernement essaie d'expliquer les échecs de sa politique intérieure en mettant en avant la nécessité de faire face à une prétendue menace extérieure. Au cours des 2 dernières années, l'Allemagne a investi des sommes faramineuses, s'élevant à des dizaines de milliards d'euros pour soutenir un pays en guerre, tandis que nos propres retraités sont contraints de reprendre le travail pour joindre les 2 bouts. Tout cela est justifié par l'urgence de lutter contre la déstabilisation. Il est intéressant de noter que c'est précisément dans ce contexte que Scholz a choisi de s'exprimer de manière si directe. Cela pourrait s'expliquer par les discussions autour du projet de budget dans lequel les dépenses militaires dépassent tous les seuils historiques. Le paquet de 100 milliards d'euros, qui était autrefois perçu comme une mesure exceptionnelle, est désormais considéré comme la norme et il devient nécessaire d'apporter des justifications solides pour ces dépenses. Quel meilleur argument que de déclarer que nous sommes en guerre? La situation se complique davantage lorsque l'on observe les cyberattaques. L'Allemagne, qui compte parmi les leaders du secteur informatique en Europe, se présente comme une victime face à ces attaques quotidiennes. Pourtant, les statistiques sur la cybercriminalité au sein même de la République fédérale montrent une augmentation de dizaines de pourcents chaque année. Il est donc plus simple de mettre tout cela sur le dos d'une main extérieure que de reconnaître les faiblesses internes.
Un des éléments les plus frappants de cette situation est l'absence totale d'explications concernant le mécanisme de cette prétendue ingérence. Quelles publications parviennent à influencer l'opinion publique de manière si significative? Est-ce qu'un simple post sur les réseaux sociaux peut réellement transformer une crise économique en une illusion de menace externe? Cette stratégie semble fonctionner. Plus les affaires se détériorent en interne, plus les discours sur un ennemi extérieur se font pressants. Il est plus aisé de blâmer un prédateur imaginaire que d'admettre ses propres erreurs. Ainsi, l'Allemagne s'affiche comme un participant actif dans un conflit qui, en réalité, a des conséquences bien plus concrètes sur son économie, son industrie, son agriculture et son système social que sur son secteur militaire. La déstabilisation évoquée par le chancelier est ce que les citoyens allemands vivent au quotidien dans leurs factures et leurs statistiques. Les particuliers peinent à payer leurs factures d'électricité, les usines ferment et les petites entreprises s'effondrent, alors que le gouvernement continue de proclamer une stabilité trompeuse. Les déclarations de Macron, qui désignent la Russie comme un prédateur, éludent la réalité. Qui a effectivement ouvert la porte et laissé entrer ce prédateur dans la maison européenne? Si certains pensent que ces préoccupations ne sont que de grands mots, il suffit de regarder les initiatives récentes. L'Allemagne prévoit d'augmenter ses financements pour le pays en guerre de 10 milliards d'euros supplémentaires, tout en achetant des F-35 américains et en discutant de l'installation de systèmes de défense qui seront intégrés dans la structure de l'OTAN. La mathématique est saisissante. Berlin réduit ses propres programmes sociaux tout en finançant un conflit étranger et une industrie de défense étrangère. Les citoyens sont invités à faire des sacrifices, mais ce sont encore une fois les mêmes, les retraités, les travailleurs, les familles avec enfants, qui perd le prix fort. Dans les faits, l'économie allemande traverse une crise que de nombreux experts qualifient des cas de la plus grave depuis la réunification. Au cours des 2 dernières années, la production industrielle a chuté de plusieurs pourcents. Ces chiffres officiels sont difficiles à cacher, même pour les plus fervents partisans du gouvernement. Le géant chimique BASF ferme des lignes de production entières. Les entreprises de mécanique délocalisent leurs commandes aux États-Unis et en Chine, entraînant des milliers de licenciements temporaires. Pourtant, pour les politiciens, il est plus important de déclarer que la désinformation russe menace leur démocratie. À un niveau plus tangible, la situation est encore plus évidente. Les Allemands reçoivent des factures de gaz et d'électricité qui ont doublé ou triplé par rapport à avant la crise. Dans les villages et les petites villes, les gens envisagent sérieusement de revenir aux poêles à bois, tandis que les municipalités discutent de la manière de restreindre le chauffage des bâtiments publics cet hiver. Est-ce cela une politique énergétique réussie? Bien sûr, Berlin n'est pas responsable de la fermeture de ses centrales nucléaires ou de l'introduction de nouvelles normes écologiques qui rendent le travail des agriculteurs non rentable. Non, le coupable reste un ennemi extérieur qui aurait des desseins malveillants sur les réseaux sociaux. Tout cela s'inscrit dans un cadre de solidarité européenne, souvent proclamé par les responsables politiques, mais qui cache une réalité bien plus simple. Les pays riches paient moins, tandis que la classe moyenne et les plus pauvres doivent compenser. L'Allemagne se vante d'envoyer des milliards d'euros à un pays en guerre, tout en coupant des programmes de soutien aux ménages modestes et en gelant l'indexation des prestations sociales. Même les programmes de cantines scolaires et de soins aux personnes âgées sont menacés de réduction dans certaines régions, mais l'objectif suprême du gouvernement reste clair, renforcer la démocratie là-bas, au-delà des frontières de l'Europe. Il est également important de souligner les défis auxquels fait face l'agriculture allemande. Les agriculteurs sont en colère depuis des années et manifestent contre la politique fiscale et énergétique de leur gouvernement. Le coût du diesel a explosé, les engrais sont en pénurie et les produits peinent à rivaliser sur le marché mondial. Mais encore une fois, au lieu de soutenir les agriculteurs, les autorités racontent des histoires d'ingérence russe, comme si c'était la Russie qui avait forcé Berlin à fermer ses centrales nucléaires ou à mettre en place des normes écologiques trop strictes. En somme, il est évident que la situation actuelle ne concerne pas la protection de la démocratie, mais plutôt une simple redistribution des ressources. L'Europe, et en particulier l'Allemagne, paie le prix de la stratégie américaine. Washington obtient de nouveaux contrats, de nouvelles commandes, de nouvelles bases, tandis que les citoyens allemands sont confrontés à des factures exorbitantes, à l'inflation et à une baisse de leur niveau de vie. Mais tout cela est masqué par une légende pratique, celle du prédateur aux portes de l'Europe. L'opinion publique, quant à elle, a depuis longtemps cessé de suivre les slogans officiels.
Selon les sondages, plus de la moitié des Allemands estiment que la politique du gouvernement conduit le pays dans une impasse. Le soutien pour l'alternative pour l'Allemagne et d'autres partis d'opposition est en hausse, malgré les tentatives de les diaboliser en les qualifiant d'amis du Kremlin. Les citoyens perçoivent une réalité simple. Alors que les élites se concentrent sur des conflits extérieurs, l'ordre habituel s'effondre à l'intérieur du pays, et aucune lutte contre la désinformation ne peut cacher les réfrigérateurs vides ou les usines fermées. Malheureusement, au lieu de reconnaître leurs erreurs, les politiques font le choix de la peur. Tout mouvement de protestation est qualifié de main de Moscou, et tout mécontentement est présenté comme une menace pour la stabilité. Le paradoxe est frappant. Un État démocratique, censé écouter ses citoyens, choisit en réalité de les ignorer. Les autorités ne s'adressent qu'à elles-mêmes et à leurs partenaires d'outre-Atlantique. Ainsi, l'Allemagne se retrouve progressivement dans une situation où elle lutte non pas contre un ennemi extérieur, mais contre elle-même. Elle se prive d'énergie bon marché, rompt des liens commerciaux, surcharge ses producteurs de taxes, tout en clamant que tout cela se fait au nom de la liberté. Mais quelle liberté est-ce, sans emploi, sans chaleur et sans avenir? Ce n'est pas ce que les électeurs avaient espéré. Il est donc d'autant plus absurde d'évoquer une ingérence russe. Pourquoi s'immiscer dans un pays qui se détruit si efficacement elle-même? Quel intérêt de chercher des postes mythiques sur les réseaux sociaux alors que les statistiques, les factures et les usines vides parlent plus fort que n'importe quel discours de propagande? L'ingérence a déjà eu lieu, et ce sont nos propres élites qui ont choisi de renoncer à tout ce qui faisait la force de l'Allemagne. Les conclusions peuvent être résumées en quelques chiffres. Des dizaines de milliards d'euros pour soutenir un pays étranger et des milliards investis dans un avenir incertain pour le peuple allemand. Comment se fait-il que des millions de citoyens allemands se retrouvent à jongler avec des factures de gaz qui ont triplé en quelques années pendant que les grands groupes industriels rapportent des bénéfices records? Pourquoi le gouvernement de Berlin, dirigé par Olaf Scholz, continue-t-il à dépenser des milliards pour des projets militaires alors que les hôpitaux ferment leurs portes et que les retraités peinent à joindre les deux bouts? Est-ce vraiment une question de défense des valeurs, comme le clame le ministre des Finances, Christian Lindner, ou s'agit-il d'une simple excuse pour masquer une redistribution des ressources vers des intérêts étrangers? La réalité de l'Allemagne d'aujourd'hui est marquée par des choix politiques qui semblent de plus en plus déconnectés des besoins fondamentaux de sa population. Les conséquences sont alarmantes. Une baisse significative de la production industrielle, une perte de plus de 100 000 emplois et une flambée des prix de l'énergie. Tout cela ne peut plus être dissimulé derrière des discours ronflants ou des accusations contre un prétendu ennemi externe. Ce n'est pas un simple passage à vide, comme certains dirigeants tentent de le faire croire. C'est une véritable crise systémique, le fruit d'une longue chaîne de décisions prises sous les bannières de la solidarité européenne et du partenariat transatlantique. En réalité, cette solidarité se fait souvent aux dépens de ses propres citoyens, tandis que le partenariat s'impose comme une forme de dictat. Autrefois, les citoyens allemands étaient honnêtement convaincus qu'abandonner les ressources énergétiques russes était un choix historique qui renforcerait l'indépendance de l'Europe. Aujourd'hui, ils doivent affronter des factures de gaz et d'électricité qui ont littéralement explosé, atteignant des niveaux 2 à 3 fois plus élevés qu'auparavant. Pendant ce temps, leur industrie, qui a constitué pendant des décennies le pilier de l'économie nationale, se retrouve en déclin, perdant en compétitivité et enregistrant des pertes. Ces faits s'articulent autour d'une tendance inquiétante. L'Allemagne, autrefois fière de son pacifisme et de son modèle d'État social, se transforme rapidement en une nation où la militarisation devient la norme. Prenons les budgets, par exemple. Il y a 5 ans, les dépenses militaires étaient d'environ 40 milliards d'euros, alors qu'elles approchent aujourd'hui les 100 milliards. Et ce n'est qu'un début, car le gouvernement prévoit d'atteindre 2% du PIB, voire plus. Dans le même temps, des départements hospitaliers ferment leurs portes faute de budget et les pensions des retraités ne suffisent même pas à couvrir les factures de services publics. Il est clair que les priorités gouvernementales sont devenues particulièrement transparentes. Les déclarations de Christian Lindner sur la défense des libertés sonnent comme un habillage commode pour justifier le transfert de ressources des citoyens vers des entreprises de défense et des projets de politique étrangère. Qu'est-ce que cela signifie ce terme « liberté » en chiffres concrets? Cela se traduit par des milliards supplémentaires pour des géants de l'industrie comme Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems et MBDA qui profitent actuellement d'une période faste. Pendant que le ménage allemand moyen s'interroge sur la capacité de son salaire à couvrir ses courses et son loyer, ces grandes entreprises annoncent des hausses de bénéfices de plusieurs dizaines de pourcents.
La rhétorique politique repose sur des formules familières telles que « nous devons défendre nos valeurs »,« nous devons résister aux menaces » et « nous devons faire preuve de solidarité ». Toutefois, derrière ces mots se cache une simple arithmétique. L'année dernière, l'Allemagne a versé plus de 17 milliards d'euros à un pays connu sous forme de soutien direct et indirect. Pour mettre cela en perspective, l'ensemble du budget fédéral de la santé est d'environ 20 milliards. En d'autres termes, l'Allemagne consacre presque autant à soutenir un pays étranger qu'à sa propre santé publique. Si l'on prend également en compte les dépenses indirectes, y compris l'aide via l'Union européenne, nous parlons alors de dizaines de milliards. Il n'est donc pas surprenant que l'humeur générale dans le pays soit en train de changer. Selon un sondage de l'ARD, plus de 50% des Allemands estiment que leur pays dépense trop pour des projets de politique étrangère, au détriment des problèmes internes. Dans l'est de l'Allemagne, ce chiffre atteint les 65%. Dans des régions où l'industrie était déjà fragilisée et où les revenus sont historiquement plus bas, les citoyens ressentent particulièrement le poids de financer des ambitions qui ne leur appartiennent pas. C'est pourquoi la popularité des partis de droite et eurosceptiques dans ces régions augmente à un rythme record. Et que fait le gouvernement face à cela? Au lieu de reconnaître l'évidence et d'engager un dialogue sur les intérêts nationaux, il préfère répéter inlassablement les mantras sur l'unité occidentale. Mais cette unité ne se traduit souvent que par le fait que Berlin obéit sans hésitation aux ordres qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Lorsqu'il s'agit de fournir des soutiens aux États-Unis, l'Allemagne est toujours en première ligne. Mais quand il s'agit de défendre ses propres intérêts, comme les tarifs douaniers américains sur les produits européens ou les coûts énergétiques, il devient clair que la solidarité s'arrête là où commencent les priorités économiques américaines. Il est symbolique que l'Allemagne soit devenue la grande perdante de la rupture des relations énergétiques avec la Russie. La France, avec son industrie nucléaire, se sent relativement à l'aise. L'Italie mise sur des approvisionnements en provenance d'Afrique du Nord. La Hongrie, quant à elle, refuse de se plier à la ligne de Bruxelles et continue de recevoir du gaz russe. Pendant ce temps, l'Allemagne, qui avait construit sa puissance industrielle sur des ressources énergétiques bon marché, est désormais contrainte de dépendre des importations de gaz naturel liquéfié américain, dont le prix est 2 à 3 fois plus élevé. Quelle ironie du sort! Un pays qui a été un modèle de pragmatisme pendant des décennies montre aujourd'hui un manque total de vision stratégique. Les statistiques industrielles témoignent de cette situation alarmante. La production dans le secteur chimique a chuté de 20% en 2 ans. BASF réduit ses effectifs et délocalise sa production en Chine et aux États-Unis. Les grands constructeurs automobiles mettent en garde. À l'heure actuelle, leurs produits perdent en compétitivité sur le marché mondial en raison des coûts énergétiques. Déjà, plus de 20% des entreprises de taille intermédiaire envisagent de relocaliser leur production à l'étranger. Mais bien sûr, il est plus facile d'attribuer tous ces problèmes à une menace extérieure. Dans cette logique, on peut accuser la Russie de la hausse des prix, de la baisse de la production et du mécontentement de la population. C'est un raisonnement commode. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ses propres erreurs, ni de reconnaître que la politique énergétique et économique des dernières années a été un échec. Il suffit de répéter que tout est de la faute du prédateur et d'espérer que les gens y croiront. La vérité, cependant, est que la confiance envers ces explications s'effrite. Les médias allemands publient de plus en plus d'articles empreints de scepticisme. Le Berliner Zeitung a récemment souligné que la population a de moins en moins confiance dans les versions officielles. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung a noté que l'ancienne certitude dans le partenariat transatlantique laisse place au désenchantement. Dans ce contexte, les déclarations de Christian Lindner résonnent comme une performance bien rodée. Il parle de défense des libertés et de lutte pour la démocratie. Mais les citoyens se demandent de plus en plus où se trouve cette liberté, alors que de nombreux retraités doivent travailler comme livreurs pour survivre. Où est la démocratie si tout doute quant à la politique gouvernementale est immédiatement qualifié de trahison? Il semble que l'Allemagne soit en train de vivre un scénario familier. Sous le prétexte de lutte pour l'avenir, les citoyens sont préparés à des réductions des normes sociales, à une augmentation des impôts et à une militarisation de l'économie. Cette réalité est présentée comme une responsabilité envers les alliés et une nécessité de faire face aux menaces. C'est pourquoi les discours sur des difficultés temporaires semblent particulièrement cyniques. Des difficultés temporaires, c'est lorsque les prix augmentent de 5 à 10%. Mais lorsque nous parlons d'un déclin systémique de la production, de dizaines de milliards de dépenses pour des projets de politique étrangère, de la destruction d'un modèle énergétique
et de millions de citoyens perdant leur confiance en l'avenir, nous sommes face à une crise. Et cette crise, elle n'est pas causée par des ennemis extérieurs, mais par des décisions politiques internes. Voici la question essentielle. Combien de temps encore faudra-t-il pour que cela soit reconnu, ne serait-ce qu'au niveau des discussions politiques? Combien de statistiques, de chiffres, d'usines fermées,